Pour l'exercice 18, on s'intéresse au mouvement d'un ballon de rugby et on nous demande d'établir les équations horaires du mouvement. Alors le système est le ballon. Le référentiel terrestre est supposé galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Le bilan des forces extérieures, comme on néglige toute action de l'air, eh bien la seule force extérieure qui agit, c'est le poids du ballon. Si on applique la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale ma, avec ici somme des forces extérieures égale P, on en déduit que ma égale P, et comme P est égal à mg, on en déduit aussi que A est égal à G. On a les caractéristiques du vecteur A, donc même direction, même sens et même valeur que le champ de pesanteur, qu'on peut représenter vertical. On va pouvoir donc détailler les coordonnées du vecteur A dans le repère OX, Y. Deux coordonnées, AX et AY, qui correspondent respectivement à GX, GY. On projette G suivant X, point de départ et point d'arrivée de ce vecteur coïncident, Gx est égal à 0. On projette suivant Y, les deux points, point de départ et point d'arrivée ne sont pas confondus. Par contre, G de Y est orienté dans le sens opposé à Y. Gy sera compté négativement. Même longueur que le vecteur G, Gy est égal à moins G. On a donc ici les coordonnées du vecteur accélération. On nous demande les coordonnées du vecteur vitesse. Donc on utilise la définition qui relie vecteur accélération et vecteur vitesse. Par définition, A est égal à dv sur dt. Donc c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On va intercaler cette définition dans l'équation précédente pour chaque coordonnée. Et on a à ce moment-là que la dérivée de Vx par rapport au temps est égale à 0 et la dérivée de Vy par rapport au temps est égale à moins g. On connaît les dérivées, on va pouvoir trouver les fonctions correspondantes. Alors la dérivée de Vx par rapport au temps est égale à 0, donc ça veut dire que la fonction est une constante qu'on notera C1. En ce qui concerne la dérivée de Vy par rapport au temps, c'est égal à moins g, une constante, donc on peut affirmer que la fonction s'exprimera en moins g fois t, plus une constante qui, quand on la dérive, va s'annuler. Ces constantes peuvent être calculées à partir des conditions initiales. Donc ici, on a représenté le vecteur vitesse V0. On va donc devoir donner au préalable les coordonnées du vecteur V0. Donc si on projette V0 suivant x, on voit qu'on aura V0x qui est de même sens que x. V0x est positif. Et si on projette V0 suivant y, eh bien on a V0y, V0y de même sens que y, V0y est positif. On peut donc définir les coordonnées de V0 par V0x et V0y. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer V0x et V0y en fonction de ce qui est donné, c'est-à-dire en fonction de la valeur de la vitesse initiale, V0, et de l'angle de tir, alpha. On va donc positionner en fait V0x et V0y comme précédemment, et là, on peut mettre en évidence un triangle rectangle avec l'angle alpha. On va pouvoir appliquer des règles de trigonométrie, notamment le cosinus qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ici, on voit que le côté adjacent correspond tout simplement à V0x, l'hypoténuse c'est V0. D'où V0x est égal à V0 fois cosinus de alpha. De la même façon, V0y correspond au côté opposé à l'angle alpha. On peut donc faire intervenir le sinus de l'angle. Sinus alpha, c'est V0y sur V0, d'où V0y égale V0 fois sinus alpha. On a exprimé les coordonnées de V0. V0x qui est égal à V0 cos alpha et V0y qui est égal à V0 sin alpha. Donc maintenant, eh bien, on va se baser sur l'expression qu'on avait trouvée pour V, pour Vx et pour Vy plus précisément,
et remplacer à t égale 0 pour être dans les mêmes conditions que V0. À t égale 0, pour V0x, ça ne change rien, ça sera égal à une constante C1 d'après l'expression. Et si on remplace t par 0, pour V0y, il vient que V0y est égal à C2. On a trouvé précédemment les coordonnées V0x, V0y. Par identification, on peut en déduire C1 et C2. Maintenant qu'on a C1 et C2, on peut exprimer le vecteur vitesse à n'importe quel moment, plus précisément ses coordonnées, de la manière suivante. On a eu les équations horaires pour le vecteur vitesse. Il faut trouver maintenant les équations horaires pour le vecteur position et on va utiliser la relation qui relie le vecteur vitesse au vecteur position. Donc cette relation, c'est V égale la dérivée de vecteur position par rapport au temps. On va intercaler cette définition avec cette fois-ci les coordonnées. Vx, on peut aussi écrire que c'est dx sur dt. Vy, on peut aussi écrire que c'est dy sur dt. Cela montre que l'on connaît les expressions des dérivées de x par rapport au temps ou de y par rapport au temps. On peut remonter maintenant aux fonctions x et y. Alors quand on dérive x par rapport au temps, même si l'expression peut paraître compliquée, V0 cos alpha c'est une constante. Donc on peut dire tout simplement que x est égal à V0 cos alpha fois t. En ce qui concerne y, donc la dérivée contient deux termes, la fonction y contiendra donc 3, la dérivée contient quelque chose en fonction de t, donc la fonction, elle, contiendra quelque chose en fonction de t carré, et quand on dérive, on obtient moins g fois t. Il faut donc éliminer le 2, parce que quand on va dériver t carré, ça va faire 2t, et introduire le moins g, d'où moins 1 demi de g fois t carré. Pour l'autre terme, eh bien, on a V0 sinus alpha qui est constante. Ça, c'est pour la dérivée. Donc, la fonction pourra s'exprimer en V0 sinus alpha fois t. Autre membre, eh bien, c'est la constante C4 qui, quand on va la dériver, va s'annuler. Les constantes C3 et C4 vont être déterminées à partir des conditions initiales, plus précisément à partir du vecteur position initiale OG0. D'après le schéma, on voit que le centre d'inertie ou le centre de masse du ballon de rugby à t égale 0 est confondu avec l'origine, donc x0 est égal à y0 est égal à 0. On a les coordonnées du vecteur OG, on va remplacer OG à t égale 0 pour avoir aussi l'expression de OG0, et en fait, quand on remplace t par 0, on a à ce moment-là x0 qui vaut C3 et y0 qui vaut C4. Par identification, on peut en déduire que C3 égale C4 égale 0. D'où les coordonnées du vecteur position au cours du temps qui correspondent aux équations horaires du vecteur position. Voilà pour l'exercice 18. Exercice 19. On nous demande aussi d'établir les équations horaires du mouvement, mais cette fois-ci lorsque le champ uniforme est un champ électrique. Alors, dans un premier temps, il faut exprimer les coordonnées cartésiennes du vecteur position OG0. D'après le schéma, à t égale 0, eh bien, la particule qui nous intéresse est confondue avec l'origine du repère. Donc, OG0 a pour coordonnées 0 et 0. Maintenant, en ce qui concerne le vecteur vitesse initiale, on peut utiliser les deux coordonnées V0x et V0y. Donc maintenant, on va pouvoir définir correctement V0x et V0y à l'aide du schéma. Quand on projette V0 suivant l'axe x, on obtient V0x qui est positif parce qu'il est de même sens que x. On met en évidence un triangle rectangle. On voit que V0x est le côté adjacent à l'angle alpha, V0 lui est l'hypoténuse. On va pouvoir utiliser la relation trigonométrique avec le cosinus pour pouvoir trouver l'expression de V0x. V0x est égal à V0 cosinus alpha. Pour V0y, eh bien, si on projette suivant l'axe y,
on voit que ici V0y est de sens opposé à y, V0y est négatif. On a également un triangle rectangle où cette fois-ci V0y est le côté opposé à alpha. C'est la même chose que le pointillé rouge pour l'expression, ou en tout cas pour la représentation de V0y. Et donc ici, on peut définir que sinus alpha, c'est la valeur absolue de V0y sur V0. Pourquoi est-ce qu'on met la valeur absolue? Tout simplement parce que V0y est compté négativement. Et le sinus de l'angle, lui, on le compte positivement. Voilà, donc on va pouvoir exprimer V0, on ajoute un signe moins pour bien mettre en évidence qu'il est négatif. La valeur du sinus alpha étant positive et la valeur de la vitesse initiale aussi. Voilà, donc les coordonnées du vecteur V0 sont connues. V0 cos alpha pour l'abscisse, moins V0 sinus alpha pour l'ordonnée. Donc si on définit cette fois-ci le système Positon dans le référentiel terrestre supposé galiléen, d'après l'énoncé, on néglige le poids, seule la force électrique agit. Ça se résume donc à cette force électrique au niveau du bilan des forces extérieures. Par définition, la force électrique est égale au produit QE. Q étant positif, FE et E seront de même sens. On applique la deuxième loi de Newton, avec ici somme des forces extérieures qui est égale à FE. On pourra donc en déduire l'expression de MA, ou encore de A qui est égale à QE sur M. Voilà, donc on a l'expression vectorielle du vecteur A. On détermine maintenant les coordonnées du vecteur A dans le repère choisi au x, y. A aura donc deux coordonnées, AX et AY. Alors, cela implique que AX va dépendre de EX. EX étant vertical, eh bien la valeur de EX est égale à 0. EY étant vertical, et E est de même sens que Y, EY est égal à grand E. A sera donc orienté vers le haut et sera vertical, AX étant égal à 0. Maintenant qu'on a les coordonnées du vecteur A, on va pouvoir trouver les coordonnées du vecteur vitesse à partir de la définition A égale dérivée de V par rapport au temps. On intercale cette définition pour chaque coordonnée et on voit que la dérivée de Vx par rapport au temps est nulle. Ça veut dire que la fonction Vx sera forcément égale à une constante. La dérivée de Vy par rapport au temps est égale à une constante. Donc ça veut dire que la fonction Vy sera directement dépendante de t. Voilà, on n'oublie pas les constantes C1, C2 qui, quand on les dérive, vont s'annuler. Ces constantes C1, C2 se calculent à partir des conditions initiales. Donc comme on l'a déjà fait précédemment, eh bien, on repère les coordonnées du vecteur V0, c'est ce qu'on avait défini tout à l'heure. À partir de l'expression générale, on remplace V par V0, donc T sera égal à 0. À ce moment-là, V0x est égal à C1 et V0y est égal à C2. Par identification, à t égale 0, comme on a déjà défini au préalable les coordonnées du vecteur vitesse initiale, on aura les expressions de C1 et C2. On peut donc donner l'expression générale du vecteur vitesse et plus précisément de ses coordonnées. Dernière étape, équation horaire du vecteur position en utilisant la définition qui relie la vitesse au vecteur position. On intercale cette définition dans les coordonnées. Donc par définition, Vx c'est dx sur dt et Vy c'est dy sur dt. Comme dans l'exercice précédent, dx sur dt est égal à une constante, donc forcément x dépendra de t. Pour y, eh bien, la dérivée possède deux termes, la fonction y en possédera 3. Un en fonction de t carré, l'autre en fonction de t, et le troisième, ce sera une constante. Donc ici, pour dx sur dt, c'est bien en fonction de t. On ajoute ces 3 qui, quand on le dérive, va s'annuler.
Pour Vy, on a déjà un terme en QE sur M fois T, donc forcément ça c'est la dérivée, donc la fonction ça sera en T carré, et pour faire apparaître QE sur M quand on va dériver, mais faire disparaître le 2, eh bien il faut bien multiplier par 1/2. Pour le deuxième terme, eh bien comme la dérivée est moins V0 sinus alpha, la fonction est donc forcément moins V0 sinus alpha fois T. V0 sinus alpha étant bien une constante. C4 est une constante qui, quand on la dérive, s'annule. On les calcule C3 et C4 à partir des conditions initiales. À t égale 0, le positon est à l'origine du repère, donc x0 et y0 sont nuls. Le vecteur position, dans sa définition générale, c'est ce qu'on a trouvé juste avant. Donc on peut le définir aussi pour OG0 en remplaçant t par 0. Et on a simplement x0 qui vaut C3 et y0 qui vaut C4. Par identification, on peut trouver les valeurs de C3 et C4. Le vecteur position s'écrit finalement de la manière suivante. Exercice 28. Comment améliorer la performance d'un tir? Donc cette fois-ci, on s'intéresse à un boulet de canon dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On néglige les frottements de l'air, donc seul le poids va intervenir. On applique la deuxième loi de Newton et on trouve à ce moment-là que A est égal à G. On est dans le cas d'une chute libre avec une vitesse initiale. Pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, dans le repère OX, Y, eh bien, on se base sur le champ de pesanteur terrestre. AX sera donc égal à GX, AY est égal à GY. Je rappelle que GX, GY sont des grandeurs algébriques, elles peuvent être positives ou négatives, et il n'y a plus du tout de vecteurs, ce sont des coordonnées. On projette suivant X, GX est égal à 0. Par contre, pour GY, sans s'opposer à Y, GY est négatif, de même longueur que G, GY égale moins G. On a les coordonnées du vecteur A, on peut retrouver les coordonnées du vecteur vitesse, par la définition A égale dv sur dt. Donc on intercale la définition pour chaque coordonnée. La dérivée de Vx par rapport au temps est nulle, ça veut dire que Vx est une constante. La dérivée de Vy par rapport au temps est égale à une constante, donc Vy s'exprime en fonction de t. Sans oublier les constantes C1 et C2 qui se calculent à partir des conditions initiales. Donc il faut définir le vecteur initial V0. On projette. V0x est positif, parce que V0x est de même sens que x. V0y est positif aussi. Les coordonnées de V0, c'est V0x et V0y. On peut les exprimer en fonction de la valeur de la vitesse initiale V0 et de l'angle de tir. Comme dans les exercices précédents, on utilise des relations trigonométriques. Donc pour V0x, on a le triangle rectangle où V0x est le côté adjacent, V0 est l'hypoténuse. V0x est donc est égal à V0 cos alpha. Pour V0y, eh bien avec le même triangle rectangle, V0y correspond au côté opposé, on va donc pouvoir utiliser le sinus, et comme V0y est positif, c'est tout simplement égal à V0 sinus alpha. On a ainsi les coordonnées du vecteur initial V0. Donc on va utiliser ces conditions initiales à partir de l'expression générale de V pour pouvoir déterminer C1, C2. Donc on prend V aussi à t égale 0 pour retrouver V0. Et par identification, on va avoir les valeurs de C1 et C2. C1 vaut V0 cos alpha, C2 vaut V0 sinus alpha. D'où l'expression générale pour le vecteur V et plus précisément ses coordonnées Vx, Vy. Équation horaire du mouvement implique aussi de définir les équations horaires du vecteur position par la relation V égale dOg sur dt.
on intercale une nouvelle fois la définition avec les coordonnées. On a les dérivés de x par rapport au temps et de y par rapport au temps. On va pouvoir remonter aux fonctions. Pour x, c'est v0 cos alpha fois t plus une constante c3. Pour y, la dérivée contient 2 membres, la fonction en contiendra 3. C3 et C4 se calculent toujours à partir des conditions initiales. À t égale 0, eh bien, le boulet est à l'origine du repère, donc x0, y0 est égal à 0. En utilisant l'expression générale, on remplace t par 0 pour avoir aussi le vecteur OG0. Et à ce moment-là, x0 vaut simplement C3, y0 vaut simplement C4. On a défini avant que x0 et y0 étaient nuls. Par identification, on a les valeurs de C3 et C4. D'où l'expression générale pour OG. X varie en fonction du temps, Y varie en fonction du temps. Ce sont les équations horaires du mouvement pour le vecteur position. Alors pour la question suivante, on nous demande d'établir l'équation de la trajectoire du boulet. Par définition, l'équation de la trajectoire, c'est Y en fonction de X. Donc pour l'instant, on a 2 équations, chacune liée à T. Il faut donc simplement éliminer T dans l'équation qui relie Y. Donc on va exprimer T en fonction de X à l'aide de la première équation et remplacer l'expression de T dans la deuxième. Voilà, donc l'expression paraît assez compliquée, mais on va regrouper des termes. G, V0 et alpha sont des valeurs constantes. On peut donc mettre Y sous la forme moins 1/2 de G sur V0 cos alpha carré fois X carré. Et le deuxième terme, V0 sinus alpha sur V0 cos alpha fois X. On peut simplifier le V0 dans le deuxième terme et également sinus sur cosinus correspond à la tangente. On a une équation de trajectoire de ce type. Mathématiquement, on peut aussi l'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c, avec, dans notre cas, c égale 0. La trajectoire est donc parabolique. On s'intéresse maintenant à la portée du tir. Alors, à quoi correspond la portée du tir? C'est tout simplement jusqu'où peut aller le boulet de canon. En clair, quelle est l'abscisse du boulet de canon lorsque y est égal à 0. On se base sur l'équation de la trajectoire précédente et on met tout simplement que y est égal à 0. On a dans cette équation x qui apparaît dans les deux termes, on peut donc le mettre en facteur et on voit que si on veut que cette équation soit nulle, il y a 2 possibilités. Soit x est égal à 0, en fait c'est lorsque le boulet de canon est envoyé, c'est la coordonnée initiale, à t égale 0, et l'autre possibilité, c'est que le deuxième terme soit nul. Donc là, ça va nous permettre d'avoir la valeur de x qui correspond en fait à la portée du boulet. Donc il faut résoudre cette équation, exprimer x de manière assez simple. Donc si on veut l'exprimer de manière assez simple, déjà on passe tangente alpha à droite de l'équation. Ensuite, le terme qui est devant x va passer de l'autre côté. Alors on peut aussi simplifier les 2 signes moins qui sont et à gauche et à droite. De plus, tangente alpha, on sait que c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc on peut le remettre sous cette forme-là et ça va nous permettre de simplifier un cosinus. Voilà, la portée du tir à l'expression qui est indiquée dans le PowerPoint. Donc si on a les valeurs numériques, on pourrait faire le calcul et calculer la portée qui s'exprimerait à ce moment-là dans le système international, c'est-à-dire en mètres. Voilà, donc dernière question, pour améliorer la performance de son tir, un artilleur décide d'étudier l'influence de la vitesse initiale d'une part et de l'angle de tir. Alors on voit que pour un même angle de tir, on fait bien varier un seul paramètre à la fois. Si on augmente la vitesse initiale, la portée est de plus en plus grande.
Deuxième cas, si maintenant pour la même valeur initiale, on fait varier l'angle de tir, on voit que la portée est plus grande lorsque alpha est égal à 45 degrés. Donc si on veut envoyer le boulet de canon le plus loin possible, il faut vraisemblablement travailler avec une vitesse initiale qui soit la plus grande possible et avec un angle de tir proche de 45 degrés.